Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous sommes avec Aziz Ferjani, coach fondateur du Triathlon Power Squad. Comment vas-tu, Aziz? Ça va très bien. Et toi? Super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invite. C'est super. Avec plaisir. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais essayer de te présenter un petit peu, présenter ton parcours en tant que professionnel et en tant qu'athlète. Alors, tu as passé une licence suivie d'un master STAPS spécialisé dans l'entraînement en triathlon, donc la voie universitaire. Ensuite, tu as passé un BPGEPS AAN pour être maître nageur sauveteur, puis un DEGEPS en triathlon. À cela, tu rajoutes des formations complémentaires avec le premier degré de la Fédération internationale de triathlon, ainsi que le level 1 et 2 de l'ASCA pour American Swimming Coach Association. Donc un sacré bagage de formation. Mais ce que je trouve encore plus remarquable, c'est ton niveau en tant qu'athlète, puisqu'en 2016, tu faisais partie de l'équipe nationale de Tunisie et tu as remporté le titre de champion arabe et champion d'Afrique de triathlon en catégorie U23. Tu as ensuite participé au championnat de France en triathlon et duathlon en division 1 et tu t'es qualifié au championnat du monde d'Ironman en 2022. Et en parallèle, tu as aussi pratiqué du water-polo en Ligue nationale 1. Alors, pour les pratiquants de triathlon et par curiosité personnelle, est-ce que tu pourrais dire tes temps sur tes meilleures performances en fonction des disciplines et des distances en triathlon? Tout d'abord, je voulais encore te remercier pour l'invitation, Kevin. Je suis très content d'être avec toi. Tes podcasts, ils sont super. Merci Donc, beaucoup. j'ai écouté tes podcasts, ils sont riches en conseils. Merci encore pour l'invite. Je te réponds pour ta question. Donc, en natation, sur 400 mètres, en bassin 50, mon meilleur temps, c'était 4,28 au 400 mètres. Donc, je suis de base nageur, puis je suis devenu triathlète, et voilà, c'est le meilleur temps que j'ai réalisé sur les tests. En 1500 mètres, mon C'est meilleur énorme, temps, ça te fait moins. Ça te fait quoi? Ça te fait du 1,8 de moyenne au 100 mètres. c'est ça. C'est énorme. Et puis, mon meilleur temps sur 1500, c'est 17, 23. Donc, voilà. Et puis, en vélo, c'est bon, j'ai un FTP, j'ai eu un FTP qui est 350 watts d'FTP. Ouais. Donc, et après, pour la course à pied, j'ai des chronos sur 5 km, c'était 14,38 au 5 km. Donc, on va dire que mon point fort, c'est plus la course à pied, comme la natation. Le 10 km, mon meilleur temps, c'est 30,36, 30 minutes 36, et un Ouais. semi-marathon, 1h08. Ouais, ouais. Dans chaque discipline, individuellement, ça reste des temps monstrueux. Rappelle-moi juste pour le test FTP, c'est le nombre de watts moyen que tu tiens sur 30 minutes C'est ça, c'est sur un ça. C'est ergo? comme un test de VMA, c'est plutôt vraiment pour connaître le niveau de triathlète ou cycliste sur le vélo sur un temps de 20 minutes. Le meilleur moyenne de watts développé sur 20 minutes. Sur 20 minutes. Ouais, ça commence à faire quand même. Hmm. Pour un poids de corps à combien? Comment? Tu fais combien en poids de corps? Ah, je suis 70 kilos. Ok. Alors, pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément la discipline du triathlon, est-ce que tu pourrais rappeler les différents formats, les différentes distances qui existent en compétition de triathlon? Alors, on commence par les super sprints, c'est des XS, donc c'est la distance la plus rapide. Je conseille là les débutants de découvrir le triathlon avec cette discipline. Donc, on commence par 400 mètres en natation, 10 km, 8 km, pardon, en vélo, et après 2 km et demi en course à pied. C'est la super sprint en triathlon. Ok. Ça te paraît un peu bizarre, toi, tu viens de la natation, toi, 50 mètres, c'est plutôt les sprints. Ouais. Non, en triathlon, c'est vraiment plus lent. Et puis, on a le Ironman, c'est vraiment le distance XL, c'est le 3 km,8 de nage, puis 180 km de vélo, et puis on finit par le marathon, c'est 42 km. C'est un effort d'une journée, hein. Oui, oui, là, c'est pour les valeureux, là. Eh oui. Ok. Et distance intermédiaire, je crois qu'on a le SML.
Et oui, on a le S, c'est la licence où on a 750 mètres de natation, 20 Ouais. km de vélo et 10 et 5 km course à pied. On a le medium, c'est la distance olympique qu'on voit dans les Jeux olympiques. C'est le 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et derrière 10 km de course à pied. Ok. Alors, que penses-tu de l'expression un triathlon, ça se perd sur la natation et ça se gagne sur la course à pied? Ah oui, ça dépend la discipline. Donc, ça dépend la distance. Donc, si on parle du sprint distance chez les élites, si t'es pas bon en natation, et Ouais. ben tu vas pas sortir avec le peloton, donc forcément tu vas pas rouler en pack. Et ben derrière, tu as perdu ta course. Mais par contre, si tu arrives à sortir avec le pack, donc tu es dans le jeu, et derrière tu cours fort, et c'est là où tu gagnes. Par contre, c'est l'inverse sur sur le long distance. Donc sur un Ironman, parce que c'est le vélo qui prend plus de dessus donc en termes de distance et la course à pied que la natation. Donc Mm. vraiment si t'es fort en vélo et en course à pied, bah là oui, t'as plus d'avantages de gagner la course. C'est pas pareil, la natation ça c'est pas, on va dire, si même tu as un niveau moyen ou un petit peu, voilà, sur la moyenne, bah, tu peux quand même gagner des courses. Mais par contre, en sprint et en medium, donc la distance olympique, si tu nages pas fort, bah, c'est mort, c'est fini la course pour toi. Donc c'est pour Ok. ça, chez les élites, on dit toujours, ça se perd en natation et ça se gagne en course à pied. On les voit Ok. déjà dans les courses, ils descendent tous en peloton, ils posent tous leur vélo et après ils sortent en 15, 20, parfois 30 qui courent ensemble. Bah, on regarde, on a vu dans les Jeux Olympiques, celui qui court fort, Alexis, bah, il court maintenant à 29 ou 10K après les 40 km de vélo et les 1500 de nage, et bah, il gagne, quoi. Ouais. En fait, l'intensité est tellement importante à haut niveau que tu peux pas te permettre de prendre la moindre seconde de retard. Donc, Non. dès la natation, il faut être dans le premier peloton, quoi. C'est ça, c'est ça. La natation, il faut prendre les pieds, il faut drafter, transition super rapide en 15-20 secondes, pas plus, et après derrière, ça part avec un vélo à bloc et course à pied à bloc, pour le court distance. Ok. Ouais, c'est vrai qu'on aurait tendance à penser que là où on passe le plus de temps proportionnellement, c'est sur le vélo. Donc se dire que ceux qui viennent du monde du cyclisme seraient avantagés dans le triathlon. Mais vu comme ça, sur les courtes distances, c'est pas forcément le cas. Peut-être sur les Non, longues distances, ça va faire non, ils la prennent un peu différence. cher, franchement. C'est plus vraiment les nageurs qui ont fait de la course à pied aussi. Donc, c'est Ok. des kiffants qu'ils ont fait à l'enfance, de la cour, les crosses, tu sais, à l'école. Et puis, quand ils ont nagé en club, et bah, derrière, ils vont être avantageux quand ils vont grandir un petit peu, sur les courtes distances. Ok. Alors, on va parler un petit peu de gestion de course. Est-ce que tu aurais des conseils à donner concernant les intensités à mettre dans chaque discipline sportive en fonction de la distance à parcourir en compétition? Alors, si on parle de toutes les disciplines, donc du cours du super sprint jusqu'à XL. le XL, donc le full Ironman, qu'on appelle. Si tu pars sur un faux rythme, et bah dès le début, et bah derrière, si tu te mets dans des états où ton corps qui connaît pas ces sensations, et bah derrière, tu vas te cramer, tu vas pas pouvoir tenir. Donc Ok. la gestion d'effort, elle est très très importante. Donc sur un XS, il faut vraiment que tu pars fort. Enfin, si tu es bien entraîné, il faut partir vraiment à tes sensations sur de ce que tu as fait en entraînement. Donc forcément fort. À force qu'on va monter en distance, donc la gestion d'effort, elle va être plus importante. Donc, par exemple, il faut prendre le triathlon comme une seule discipline. Il ne faut pas le prendre comme si la natation toute seule, le vélo tout seul et la course à pied tout seul. Donc, vraiment, il faut regrouper les trois comme une seule discipline et la gestion d'efforts sur les trois disciplines. Ok. Donc, voilà, c'est en fonction des distances et ce que tu as t'étais entraîné. Par exemple, je te donne, voilà. Moi, quand je fais les préparations pour mes athlètes pour le Half Ironman ou le Full Ironman, en natation, tellement on a travaillé sur des allures, voilà, sur la zone 3 en full Ironman, parce qu'ils vont pas nager forcément à bloc sur 3008, parce que derrière ils ont 180 km et derrière un marathon, donc ils vont être la globalité de la course en zone 3, pas tout le temps en zone 4. Donc ce qui fait, en fait, ils vont avoir des sensations d'appui dans l'eau où ça va leur permettre de nager à une allure maîtrisée. Donc ils ont Ok. fait déjà à l'entraînement. Donc le jour, même s'ils sont en eau libre, ils connaissent bien la sensation de ces appuis dans l'eau. Et c'est là où ils vont nager à certains rythmes qu'ils ont l'habitude à le faire. Derrière, en vélo, je vais leur donner, on va travailler sur
des watts. Ils ont des capteurs de puissance où ils vont, par exemple, on va dire, tu vas faire les 180 bornes à 230, 240 watts de moyenne. Et là, on bouge pas, ils vont rester là-dessus. Donc, sur un parcours plat ou même sur les montées, ils vont rajouter 30, 40 watts de plus sur l'allure visée parce qu'ils vont appuyer plus. Voilà. Sur les côtes, forcément, on peut pousser un petit peu plus. Et puis, sur la course à pied, pareil, avec tous les enchaînements qu'on a fait pendant la préparation dans la période spécifique, pareil, une allure visée. Donc, en course à pied, ils vont partir là-dessus et comme ça, on est tout le temps dans la gestion. Ok. Dans la gestion, dans la maîtrise en plus. Ok, donc sur la gestion des intensités, pour la partie vélo, tu vas plutôt leur donner une tranche de watts, de puissance. Sur la partie course à pied, plutôt une allure. Oui, c'est Et ça. sur la natation aussi, sur une allure, sur des ressentis, sur une fréquence cardiaque. Plutôt plus dans la sensation. Par exemple, je te donne un exemple. Les nageurs, maintenant, toi, tu connais bien ça, Hmm. Hakim. Si on donne à un nageur, on lui dit, par exemple, tu vas faire un 10 fois 100 nager en une 10. Hmm. Donc lui, il voit pas un chrono. Il a pas un chrono. Donc forcément, il va le tourner en une 9, en une 10, tellement il a répété. Il connaît très bien ses sensations dans l'eau, donc forcément, il va tourner. Et nous, les triathlètes, c'est la même chose. Donc on s'entraîne exactement comme les nageurs, et ben on va appliquer ça en mer. Ah, et des métronomes. Savoir C'est ça. précisément C'est combien de temps tu exactement mets à ça. tous les Eh 50, tous oui, les 100 mètres. c'est ça. Alors, bon, il y a une légende qui perdure, mais on dit que le triathlon est un sport très chronophage. Hein, c'est pas une légende, même si c'est une réalité. Est-ce que tu pourrais donner tes recommandations en volume d'entraînement par semaine en fonction des distances visées, en commençant simplement par un profil finisher, c'est-à-dire quelqu'un qui souhaite finir la distance sans forcément faire une performance, et à contrario pour quelqu'un qui souhaite faire des performances? Ok, Quels seraient à peu près les volumes hebdomadaires dans chaque discipline sportive? ok. Donc en fait, on va dire en finisher. Quand on parle d'un finisher, il faut regarder avant son palmarès. Est-ce que cette personne, est-ce qu'il était sportif? Est-ce que Hmm. déjà il a un précédent sportif? Est-ce qu'il vient, il a jamais fait du sport? Et en fonction de ça, on peut définir vraiment les nombres de séances qu'on peut donner. Parce que si on prend quelqu'un qui a jamais nagé, et ben là, oui, je vais lui demander de nager presque, voilà, quatre fois par semaine pour qu'il apprend vite et voilà, qu'il va faire sa course, quoi. Donc, je vais mettre en priorité la natation. Si je prends quelqu'un qui, voilà, il a pratiqué un petit peu la natation ou voilà, il vient, il me dit, voilà, je sais, après nager, j'ai jamais pédalé, j'ai jamais roulé et qui choisit un sprint, ben, on va dire, je suis en pause le minimum, voilà. Une à deux natations par semaine, deux vélos et deux courses à pied. Là, on est vraiment largement sur il peut être finisher et à l'aise aussi. Voilà, Ok, sur un sprint. Par contre, c'est pas la même chose on passe sur du 70.3, c'est le Half Ironman ou le Full Ironman. Donc là, ça demande beaucoup plus de volume d'entraînement pour qu'il puisse être finisher. Donc, si on parle par exemple pour un Full Ironman, pour être finisher, le minimum c'est de nager aussi deux fois par semaine, rouler trois fois par semaine et courir minimum quatre fois par semaine. ouais, c'est Donc, énorme. Ça te fait là, on t'es commence. quasiment à 10 entraînements par semaine, sachant Eh que c'est oui. pas des entraînements de 40 minutes là, hein. Non. Comme moi, ce que je fais pour mes athlètes, ce que je donne des entraînements du lundi jusqu'à samedi, des entraînements entre 1 heure et 2 heures et demie. Voilà. Ok. Parfois, on double, on fait l'entraînement bi-quotidien, donc on double mercredi par exemple, et encore on double, voilà, vendredi. Mais par contre, dans la période spécifique, quand je dis la période spécifique, on est à 3 mois avant la course. Donc sur cette période où je donne un enchaînement, où je le mets en état réel, donc dans des conditions réelles de la course, où il va faire quand même un entraînement qui commence au début de la période spécifique de 5 heures, parce que quand même il sera sur un effort full Ironman on va dire débutant entre 12 jusqu'à 15 heures, hein. Donc parce que s'il dépasse 16 heures, il est disqualifié. Donc c'est le temps limite. Donc, et puis, jusqu'à 3 semaines, un mois avant la course, bah, il sera sur un enchaînement qui va faire à 8-9 heures, hein. Donc, forcément, une journée d'entraînement. Donc, c'est vraiment condition réelle de la course. Pour qu'il Ok. puisse vraiment finir l'effort. Parce qu'à certains moments, on atteint un seuil. Voilà, on résiste à l'effort.
Et maintenant, voilà, le corps, il te dit, je veux arrêter, et que si tu es bien entraîné et que t'as mis ton corps à ces sensations-là, et bah, tu t'accroches mentalement, et bah, tu vas le finir. Mais si tu l'as jamais fait et que tu fais des entraînements de 1 heure, et bah, à un moment donné, tu arrives à un certain seuil, tu peux plus, le corps, il va te lâcher. Ouais, il faut faire du Donc, ici, spécifique. eh oui. Et si on parle maintenant d'élite, même on peut partir sur du S, bah, on voit des élites du S qui s'entraînent entre 25 et 35 heures d'entraînement. Le volume d'entraînement, vraiment, Un temps plein d'entraînement. effectivement, le volume d'entraînement, c'est le meilleur facteur de la progression, de la performance. Donc ça, il n'y a pas de négociation. Et du coup, si on prend par exemple Léo Berger qui dit dans son dernier podcast, il dit, bah moi, mon repos, c'est le samedi après-midi, c'est tout. Mais j'ai pas de jour off. Voilà, je me repose quand je serai mort. Voilà, tu dis, waouh, c'est impressionnant. Et bah, ça montre, voilà, tu vois les Norvégiens, comment ils s'entraînent, idem Blumefeld, tu vois toutes les élites, ils sont à peu près entre 20 heures et parfois dans les stages à 35 et 40 heures d'entraînement. Ah, c'est impressionnant. Donc, et pareil, on prend les marathoniens, on voit des 200 à 250 km sur les périodes spécifiques qui préparent le marathon. Ça montre, voilà, que le volume d'entraînement, c'est hyper important pour vraiment la performance, pour les élites. Donc, du S jusqu'à full Ironman, voilà, il faut qu'on soit vraiment sur un gros volume. Par exemple, il faut nager pour les élites en distance S et M, ils sont entre 5 et 6 séances de natation par semaine. Ils roulent 4 fois par semaine et ça court entre 6 fois par semaine, plus une à demi-muscu. Et parfois, ils mettent des enchaînements en fin de semaine, des enchaînements dans la période spécifique. Ok. Donc, forcément, c'est une hygiène de vie, hein. Il y a le kiné, il y a les massages, il y a tout, il y a tout, hein. Ouais. Ouais, toute ta vie Donc, tourne autour du triathlon, là. c'est ça. En fait, ce qui impressionne en triathlon, c'est que les gens, parfois, je rencontre, les gens qui viennent d'une seule discipline, la natation ou la course à pied, qui veulent pratiquer en triathlon, qui ont un défi de full Ironman ou Alpha Ironman, et je mets le plan d'entraînement pour eux, ils me disent, mais waouh, c'est quoi ça? Je vais m'entraîner 2 fois, je double, mais j'ai jamais fait ça. J'ai dit, bah oui, parce que là, on pratique quand même 3 disciplines, il faut faire le développement sur les 3, quoi. Un peu moins de temps pour ta femme, un peu plus sur le vélo. Bah ça, c'est dans mes athlètes, j'en ai plein qui... Ah ouais, mais c'est très compliqué. Bah, forcément, hein, ça joue sur l'aspect social, même Mais sur la oui, vie oui, il faut professionnelle. être bien organisé, surtout l'organisation, et c'est important. C'est C'est clair. vrai que c'est un sujet, il faut développer ça, hein. Mm, mm. Ouais, on parlera de l'aspect psychologique peut-être à une autre occasion. Et oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là, il y a beaucoup de volume en séance d'entraînement. Ça représente à peu près combien en volume de distance parcourue dans chaque discipline? Des tranches. Si je prends par exemple, voilà, la distance, on va parler hebdomadaire d'une semaine ou plutôt Ouais. par rapport aux séances spécifiques. Bah déjà sur une semaine à peu près ce que ça donne et les spécificités selon l'approche avec la compète. Alors, forcément, si on monte en distance, forcément le volume il va augmenter. Donc ça, D'accord. et en fait, selon là, on prend les périodes spécifiques. Et pendant la période spécifique, on se dit, moi, dans les planifs que je fais, je monte progressivement. Par exemple, si on parle d'une semaine bien chargée, je vais dire, voilà, pour les triathlètes qui préparent des half Ironman, par exemple, je vais dire Mm. lundi des footings de 13 km, plus une séance de natation entre 3 et 4 km selon le niveau. Et puis mardi, une séance spécifique qui va être à 15 km, tu vois, je monte parfois à 17 km plus une séance, 1 heure de entraîneur. Voilà, c'est 1 heure, voilà, cool en pédalage F, ce qui présente à peu près 30 km, donc 30 km de moyenne. Ok. Puis mercredi, je peux mettre, voilà, je vais mettre pareil, une grosse séance de développement de vélo qui va prendre 60 à 70 km, plus 50 minutes de footing. Jeudi, repos. Et je mets vendredi séance de natation en plus un petit footing de 40
minutes, ce qui représente à peu près 9-8 km. Et natation, je mets une séance quand même spécifique entre 4 et 5 bornes. Et puis on a un enchaînement de 90 km où j'y vais jusqu'à 140 km où je mets une grosse partie au début de l'EF, donc l'endurance fondamentale en zone 2, où après, à partir du 50e kilomètre, je commence un enchaînement et puis direct on enchaîne avec la course à pied où on va travailler jusqu'à 14-15 km le max, voilà, pour préparer le semi. Donc ça présente une séance quand même de 4 à 5 heures. Et puis samedi, dimanche, je mets 1 heure de vélo, donc ou 2 heures de vélo, 50 à 60 km, plus 40 minutes de footing. Donc voilà, ça c'est une grosse semaine d'entraînement Ok. pour quelqu'un qui prépare un 70-30. Ouais, donc ça Et nous il a un donne bon niveau quand même. une semaine type pour quelqu'un qui est déjà pratiquant et qui s'entraîne pour un half Ironman. Donc la C'est ça, moitié d'un Ironman. une semaine type. Et généralement, moi, ce que je fais, on entend parfois, voilà, on travaille par des blocs, une semaine, deux, et après trois, et après on baisse le volume. Ouais. Moi, pour moi, voilà, jusqu'à Alpha Ironman, je le fais pas, je reste toujours sur un rythme, voilà, constant sur les séances d'entraînement et je communique énormément avec mes athlètes en fonction de leurs envies, est-ce qu'ils peuvent continuer, voilà, est-ce ils sont bien psychologiquement, ils encaissent bien la charge. Et en fonction de ça, j'adapte voilà le volume, intensité, le volume d'entraînement et l'intensité. Mais par contre, quand c'est l'exception, c'est les gens qui préparent des full Ironman. Là, oui, je pratique quand même la règle où je fais. C'est pas une règle, mais cette méthode, elle fonctionne très bien où je fais 3 semaines avec un bloc constant d'entraînement, avec un bon volume d'entraînement, une bonne intensité. Et je mets quand même une semaine cool pour qu'ils puissent respirer et recharger, repartir plus sur 3 blocs parce qu'ils peuvent pas tenir vraiment tout le temps, ils vont craquer. Voilà, parce Ok. qu'on est quand même sur un gros volume d'entraînement. D'accord. Alors, pour toi, dans chacune des disciplines sportives, quelles sont les priorités, les qualités prioritaires à développer? Alors, forcément l'endurance, parce qu'on pratique un sport d'endurance. Donc, si t'es pas endurant, tu vas pas finir ta course. Donc, et puis, si tu as une endurance qui est assez développée, que tu arrives à encaisser des heures d'entraînement, et bah derrière, il faut développer les capacités. Donc, tout ce qui est travail du seuil, travail de puissance. Voilà, Ok. Donc déjà une base d'endurance fondamentale et puis après tu travailles effectivement. sur des intensités cibles. Effectivement. Mais par contre, moi, ce que je fais, ce que j'ai remarqué qui est plus intéressant, même pour des gens, le développement, il est beaucoup mieux, voilà, que je trouve, pour des gens qui sont débutants, de travailler, par exemple, l'endurance et en même temps le développement de qualité en même temps, les deux en même temps, au Ok. début. Donc, développer, c'est pas forcément où je les prends et je vais faire par exemple 2-3 mois que des footings et de l'endurance fondamentale. Non, je fais ça plus le développement des capacités. Je commence à intégrer petit à petit, voilà, l'intensité et là j'ai trouvé qu'il y a plus de développement que faire étape par étape. Ok. Euh, alors, tout à l'heure, tu parlais donc des meilleurs triathlètes qui passent très peu de temps en transition, aux alentours des 20 à 30 secondes, Oui, ce qui est extrêmement peu, hein. Il faut se rendre compte qu'il y a le temps de sortir de l'eau, de retirer la combi, de prendre le casque, mettre les lunettes, repartir sur le vélo. Ça paraît même inimaginable en 30 secondes. Est-ce que tu aurais des tips, des petites astuces pour optimiser les transitions? il faut surtout les travailler à l'entraînement plusieurs fois. C'est vrai qu'en fait, on a des plannings, parfois, moi, les athlètes que j'entraîne, souvent, ils ont un planning dès qu'ils trouvent le temps, ils vont y aller courir ou nager ou pédaler. Mais ils vont pas travailler vraiment la technique, la Mhm. technicité, voilà, le spécifique triathlon, c'est les transitions aussi. La zone de transition, elle entre également dans la course et on peut gagner énormément de temps si on fait des transitions vite. Moi, ce que j'ai remarqué dans les Alpha Ironman, les Full Ironman, les gens ils prennent 9 et 10 minutes dans la transition. Donc voilà, ils se posent, voilà, ils Prendre le sèchent. temps de manger. Effectivement, ils prennent force, et voilà. Donc, et par contre, ils s'entraînent fort en natation, en vélo et en course à pied. Donc moi, si par exemple, je te donne un exemple,
Dans un Ironman, moi, je vais venir, je vais faire, voilà, on va faire nous deux, on va faire une natation pareille. On sort, et bah, moi, je suis plus fort que toi, et donc, toi, moi, je vais prendre 8 minutes dans la transition. Toi, tu vas sortir en 3 minutes. Et ben, on va y arriver pareil. Voilà la deuxième zone de transition. Et pareil, si moi toi tu vas rester 1 minute ou 2 minutes dans la deuxième, moi je reste 4 minutes, c'est à peu près la différence de quelqu'un qui court 3,45 sur un semi, l'autre il court 4 minutes. Et c'est un développement de 1 an de travail quand même. Tu vois, toute une Ouais, saison. perdu sur une transition, c'est dommage. Et effectivement, donc les transitions, il faut vraiment les visualiser, bien les travailler à l'entraînement, donc les répéter plusieurs fois et puis voilà, il faut vraiment assurer que la transition, on a pris tout ce qu'il fallait pour le vélo, le matériel, les gels, voilà, bien mettre le casque et puis partir quoi. On se pose pas, on reste pas, on met pas de la crème. Voilà, il y en a plein qui mettent de la crème solaire, ils sèchent les pieds avec avec les serviettes et qui mangent un petit peu, ils discutent avec les copains. Voilà. Après, oui, enfin, on voit aussi des gens, là je parle beaucoup de performance, mais il y a aussi des gens qui font le triathlon pour le plaisir, hein. Mais Oui, là, je suis plus sur le côté performance, donc ouais, optimiser le temps. c'est Donc tu ça. serais plutôt de la team à ne pas mettre de chaussettes et à partir directement les pieds dans les chaussures ou Ça tu dépend prends de le la temps quand même d'en distance. mettre? Ça dépend de la distance. Ça dépend, franchement, je pense que pour un S, XS, S et M, on peut partir direct avec les chaussures. C'est une astuce où on peut mettre du talc dans les chaussures de vélo et un petit peu de talc dans les chaussures de course à pied. Ça permet de ne pas avoir les ampoules, les irritations. Hmm. Voilà. Et on les voit, les élites, ils font ça. Et puis, c'est par contre pour être bien et à l'aise et avoir plus de confort. Donc, sur un 70.3, je conseille de prendre le temps pour mettre des chaussettes et prendre le temps pour être vraiment se préparer pour partir parce que les distances, elles sont quand même longues. Il faut être à l'aise, il faut pas. Mais on voit, par exemple, on voit des élites maintenant, ils ont eu l'habitude, enfin, à courir sans chaussettes et qui sont capables de faire le vélo et la course à pied, même pour un marathon derrière sans chaussettes. Ça les dérange pas. Eh ben, c'est plus de Et la corne là qu'ils ont, c'est des semelles. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner? Donc là, tu as parlé du talc. Est-ce qu'il y a un gel ou je sais pas de la vaseline ou autre à mettre pour éviter je sais pas les frottements de la l'irritation. combinaison, les irritations, ou est-ce qu'au contraire tu déconseilles d'utiliser ce type de produit? On voit, si, de la vaseline, on peut le mettre on peut le mettre pour la combi néoprène, pour enlever la combi néoprène et pour ne pas s'irriter parce qu'avec l'eau salée et avec la combi, avec la respiration sur le côté, on s'irrite au niveau du cou et derrière le cou, on peut avoir des irritations. Donc, par D'accord. contre, le conseil que je vous donne, donc on peut les mettre au niveau du cou, ici, sur les deux côtés. On peut les mettre au niveau du poignet, parce que quand on sort de la natation, on va enlever la combi et ça va bloquer ici. Avec la vaseline qu'on a mis, hop, ça va faciliter la sortie de la main. C'est technique, Ah, hein. c'est intéressant ça. Et pareil, au niveau des pieds, au niveau un petit peu au-dessus, en bas du tibia, donc au niveau de la cheville, on peut vraiment mettre aussi de la vaseline pour pouvoir enlever complètement la combi, la sortie des pieds là-bas. Par contre, le point où tout le monde, je l'ai vu pour plusieurs fois sur les courses, où il y en a plein qui touchent la vaseline avec les mains. Ouais. Donc ils les touchent avec les mains et ils mettent voilà dans les coups, mais par contre on s'entraîne et avec la vaseline, on perd des sensations dans l'eau, les appuis. Donc ça, Ouais. Et il faut y penser quand même. effectivement. Donc il faut Ça doit préparer, faire un effet froid en plus, ça doit pas être super agréable. c'est ça. Donc il faut vraiment préparer des gants ou demander à quelqu'un d'autre, donc les mettre. Puis voilà, c'est pas pour les gels, forcément, sur un effort en moins d'1 heure, bah, on prend rien, juste on prend un peu de l'eau. Et voilà. Donc par contre, sur un effort plus de 2 heures, bah, il faut prendre la quantité qu'il faut en glucides et avec un effort de plus à partir de la deuxième heure, il faut prendre aussi les sels qu'il faut, quoi. Hmm. Ouais, savoir Donc s'alimenter, oui, les apport en gels, glucides, ouais, en sels minéraux et tout ce qui va avec. c'est ça.
Pour revenir sur l'aspect entraînement, qu'est-ce que tu recommanderais comme entraînement bi-quotidien? On en parlait tout à l'heure. Et quelles sont les erreurs qu'il ne faudrait pas commettre quand on commence à faire des 2 entraînements par jour? Alors, il faut s'écouter, écouter vraiment ton corps. Le jour de la forme, il faut s'écouter énormément. Il faut, voilà, si tu suis un plan d'entraînement, il faut communiquer fort aussi avec l'entraîneur pour que l'entraînement il soit bien adapté. Voilà, l'erreur qu'il faut pas faire, de partir tout le temps fort, dans tous les entraînements, fort, fort, fort. Voilà, on entend beaucoup le dépassement de soi, dépassement de soi. Le dépassement de soi, c'est pas quelque chose, oui, ok, pendant la course, mais tous les entraînements, à un moment donné, tu vas craquer. Donc, il faut vraiment être bien et respecter bien le type de développement qu'il faut travailler selon la période où tu es. Donc voilà. Moi, je pense que se mettre tout le temps à des sensations de 9 et 10 sur 10 de durabilité de la séance, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment parfois être à 7, 8 sur 10, voilà, pour pouvoir continuer à enchaîner et rester régulier sur les semaines d'entraînement. Mais voilà. Donc, début de prépa aussi, je conseille ne pas partir très très fort dans une reprise ou voilà, d'aller chercher des chronos où tu étais dans une forme, dans une bonne forme. Donc, après une coupure, il faut vraiment travailler à la forme du moment. Ça, c'est important. Voilà, il faut pas aussi non plus pas partir sur plusieurs courses dans la prépa où toutes les semaines tu enchaînes. Ça va dégénérer beaucoup de fatigue. Donc, il faut vraiment bien choisir les courses, bien choisir les courses de préparation, les courses objectifs et caler les courses de préparation en fonction de ces courses d'objectifs et surtout bien respecter le bon développement. Par exemple, si l'entraîneur aujourd'hui il a donné un footing, il faut rester vraiment à la zone 1, zone 2, tu vois, donc à la basse intensité. Donc il faut pas que les footings partent toujours à la zone 3 et là vraiment on peut se blesser. Et généralement en fait on voit les gens qui se blessent parce qu'ils partent et font des footings à des allures et ils passent à la zone 3. Et là on est sur une mauvaise quantification volume à intensité et là on voit les gens qui galèrent, ah, je suis blessé tel endroit, tel endroit. Donc, d'ailleurs j'ai une athlète là que j'entraîne pour un marathon, elle me dit bah, dès que je dépasse 60 km, je me blesse. Donc pour elle, c'était vraiment ça. Donc j'ai dit vas-y, tu connectes ta montre avec l'application Nolio. Donc j'ai reçu tous ses entraînements, ce qu'elle a fait avant. Donc elle commence avec moi et elle commence les entraînements et je vois tout le temps. Elle était sur des footings, enfin, elle était plus à 150 pulses, donc on est plus sur des footings. Donc là, on est tout le temps sur de la qualité. Donc forcément, elle se blesse. Donc ce que j'ai ajusté, j'ai baissé son volume ouais, son intensité de footing, donc ouais, zone 2. Et petit à petit, j'ai augmenté. Là, on arrive à faire, ça prépa marathon, on a envoyé sur des semaines à 90 km. Voilà, la charge, elle était bien encaissée. C'est pas mal déjà. C'était un petit ajustement. Voilà, qui font. Donc, il faut vraiment respecter les bonnes zones. Donc, le jour où il faut vraiment travailler la qualité, et ben là, oui, il faut envoyer fort et il faut viser le bon développement ce que tu cherches. OK. Oui, quand on parle de qualité, c'est parler d'intensité de compétition, quoi. Effectivement, oui, c'est toujours l'intensité des séances où on sort, on n'est pas donc c'est un développement, par exemple, du seuil, un développement de travail VMA, vitesse maximale aérobie, ou de la puissance maximale aérobie, donc ça dépend le type de séance que tu as. OK. Et donc tu as parlé de ressenti 7, 8 sur 10, ça correspond en fait à de la RPE. Tu as C'est parlé ça. aussi de zones. Quels sont les outils que tu utilises comme monitoring, comme gestion de l'intensité et de la charge d'entraînement? Alors, moi, je travaille sur 5 zones, donc les zones cardiaques, voilà. OK. Je communique aussi énormément avec la sensation. Moi, ce que je leur dis, la zone 1, vraiment, on est en trottine, vraiment calme, allure récup. Vraiment, je travaille beaucoup avec la sensation. Zone 2, c'est footing, donc on est plutôt calme, tranquille. Zone 3, j'appuie un petit peu, mais je suis toujours à l'aise. Toujours, j'utilise cet terme. Zone 4, donc fort. Et zone 5, c'est vraiment tout ce qui est puissance, vitesse max, et explosivité, tout ça. Mais par contre, dans mes séances d'entraînement que je donne à mes athlètes, je donne des allures. Et les allures correspondent à des zones, ces 5 zones.
Donc, D'accord. je connais les athlètes, j'ai fait des tests où ça me permet d'identifier des zones pour chaque athlète, des zones cardiaques, et ces zones correspondent à des allures. Donc, dans natation, en vélo avec les watts, et en course à pied avec les allures. Ok. C'est comme ça que Euh, j'arrive à ajuster l'intensité. ok. Donc toi, tu as la connaissance des zones par rapport à la fréquence cardiaque, mais eux, tu leur prescris des allures, donc des vitesses de déplacement. C'est ça. Par contre, Euh, est-ce qu'il y a des... Excuse-moi, je t'ai coupé. ouais. Juste, je vais préciser un point. En fait, pourquoi je travaille avec la sensation? Parce que parfois, on peut pas, on est dans une journée où on est fatigué à cause du travail. On a un autre facteur qui nous permet, qui va être fatigué. Dès que, par exemple, je donne une allure, par exemple, travail, voilà, je dis allure 10K, par exemple, je dis 3,50. Aujourd'hui, bah, il peut pas tenir sa 3,50. Par contre, dès qu'il commence à courir, il est dans la zone 4, ça veut dire qu'il est fatigué. Donc, je lui dis, bah, là, on passe à la sensation et laisse les allures à côté. C'est pour ça que j'utilise beaucoup le travail à la sensation aussi dans mes plans d'entraînement. Ok. Savoir réadapter selon la condition du moment. C'est ça. Et quel test tu affectionnes pour chaque discipline, pour avoir connaissance un petit peu des intensités qu'ils doivent mettre, que ce soit en watts sur le vélo, ou en fréquence cardiaque en course à pied, ou en allure en natation? En natation, j'utilise le test vitesse critique, le test CCS. En natation, c'est le test du 400 mètres récup plus le test de 200 mètres pour sortir la vitesse critique. Et en fonction de sa vitesse critique, voilà, je vais sortir les zones. Par exemple, en zone 1, par exemple, si sa vitesse critique, il va nager, voilà, dans une moyenne, voilà, une 30 par 100 mètres ou une 20 par 100 mètres. Et ben, ça me permet cette vitesse d'avoir à peu près la zone 1, il va être par exemple en 1,50 entre une 50 et une 55. Zone 2, il va être plutôt sur une 50, une 40. Voilà, c'est jusqu'à la zone 5. Et en Ok. fonction du type de développement de la science, donc la science de qualité que je vais donner, par exemple aujourd'hui, dois travailler sa zone 4, plutôt des allures de course XS sur Super Sprint ou Sprint de 800 mètres, donc la zone 4, et ben là, je vais lui dire de nager en zone 4. Et forcément, je l'ai identifié, voilà, les allures dans cette zone, donc il doit nager dans ces zones. Là, ça c'est en natation. Et après une période, voilà, on va faire un développement, il va s'entraîner avec un programme régulier. On va refaire le même test, ça me permet de voir l'évolution. Est-ce qu'il a sauté d'une zone, il s'est amélioré? Non. Donc c'est comme ça que je suis mes athlètes. En vélo, j'utilise voilà, c'est le plus simple avec les amateurs où j'utilise la FTP, donc le test de 20 minutes, voilà, le développement du meilleure puissance possible sur 20 minutes. Et après, je refais le test après une période pour voir est-ce que le plan il est bien ou non. Après, ça, c'est pour les athlètes qui n'ont pas beaucoup de courses, hein. Mais parfois, en fait, je fais, comment j'évolue les athlètes. En fait, je leur dis aussi de s'inscrire dans une course, tu vois. Ouais. Et en fonction de ça, en fait, j'arrive à voir est-ce qu'il l'évolution. Comme ça, en fait, ils vont prendre plus de plaisir et ça les stresse pas tout le temps de faire des tests aussi. C'est important. Ouais. Ouais. Oui, puis même pour se conditionner psychologiquement, c'est toujours plus simple de se mettre vraiment à fond Et sur une oui, compète où il y a tous les participants c'est que ça. quand tu es tout seul sur ta C'est pas piste ou dans évident. ton bassin, quoi. Et après, la course à pied, vraiment pour les débutants, pour avoir un niveau, j'utilise le test Cooper pour connaître vraiment le niveau. Mais par contre, avec les élites, j'utilise tu sais, le profil de puissance en vélo. Donc, ça me permet de voir leurs points forts et leurs points faibles voilà, sur le vélo. La natation Ok. toujours avec la vitesse critique et voilà. Et puis en course à pied, voilà, j'utilise en fonction des courses, je vois l'évolution avec ces athlètes. Voilà. Et je peux aussi faire le profil de puissance voilà, avec un capteur de puissance, et ça s'appelle le stream. Et ça me permet aussi de voir les points forts et les points faibles de chaque athlète. Ok. Tu utilises quoi comme outillage? Donc là, tu as parlé de capteurs de puissance. Bon, je suppose que tu utilises aussi les montres Les montres, c'est des cardio-fréquence montres mètre et Garmin. GPS. Oui. Est-ce que tu utilises d'autres choses? Euh,
En natation, vraiment, je vais les faire travailler beaucoup plus à la sensation. Ok, Donc, voilà. Et puis, voilà, juste le capteur de puissance et la montre et la ceinture cardiaque aussi. ok. Est-ce que tu recommanderais un outil en particulier ou une marque que tu affectionnes? Franchement, il y a plusieurs marques qui sont top. Donc, pour les montres, il y a Garmin qui sont top. Il y a Chorus maintenant en précision GPS, ils sont top aussi. Voilà. Et après, il y a Polar aussi, ils sont pas mal. Mais pour moi, je trouve qu'ils sont moins bons que voilà, Garmin et Chorus. Voilà. Et pour les capteurs de puissance, il y en a, franchement, il y a plusieurs modèles qui sont pas mal. Donc, franchement, dans le marché, Ouais, il y a de quoi trouver son bonheur. exactement. Est-ce qu'il y a des méthodologies d'entraînement que tu affectionnes dans la construction de tes séances? Alors, les méthodes d'entraînement, pour moi, voilà, on va dire, les méthodes d'entraînement, ils sont beaucoup. Après, c'est la philosophie d'entraînement de chaque entraîneur qui est différente de l'un à l'autre. Donc, chaque entraîneur, il va D'accord. utiliser sa sauce vraiment pour sortir vraiment la bonne potion pour ses athlètes. Donc, avec plusieurs années de pratique et avec des expériences que j'ai essayé, par exemple, moi, sur moi, j'utilisais des façons d'entraînement, des méthodes d'entraînement, et j'ai les utilisé aussi sur les athlètes. Et là, j'ai regardé ce qui marche le mieux, ce qui marche le mieux, au fur et à mesure des années. Moi, j'utilise pratiquement l'entraînement polarisé, donc le 80% de l'endurance fondamentale à basse intensité et le 20% tout ce qui est travail de qualité. Ça me permet d'avoir moins de blessures dans mon groupe d'entraînement. Donc, par exemple, je prends l'année dernière, on avait 80 athlètes. Sur toute l'année, on a eu 4 blessures, quoi. Donc, c'est que la quantification volume et intensité elle est bonne. Et les blessures, c'est vraiment c'est vraiment pas beaucoup. Donc, dans un sport où vraiment on bande beaucoup, enfin, en vélo et en course à pied, on a trois blessures sur toute l'année. Hmm. Pour moi, c'est C'est super. assez Parce peu, que même surtout sur ces le volume d'athlètes. c'est pas une fracture de fatigue, c'est vraiment, voilà, une périostite, voilà, le syndrome de l'essuie-glace, la blessure mécanique. Donc, c'est des petits trucs que tout le monde passe, voilà, par là, ou une petite tendinite au niveau des épaules, tu vois, en natation. Et franchement, la saison, elle est bien passée. Donc, franchement, j'ai trouvé que cette méthode, elle fonctionne très bien. Et en plus, ça nous permet aux athlètes de faire des RP, des records personnels, Hmm. et qu'ils arrivent à améliorer leur performance donc avec juste les 20% de développement de qualité. Et pourquoi j'utilise les 80%? Parce qu'on est toujours sur de la basse intensité et avec la basse intensité, on se blesse moins, mais ça nous permet aussi de faire un gros volume d'entraînement. Et comme on a dit tout à l'heure, le meilleur facteur de la progression, c'est le volume de la Ok. performance. D'améliorer la performance, c'est le volume d'entraînement. Donc moi, j'utilise l'entraînement polarisé. Et Dans, tu passes en fait, le plus gros pourcentage se fait à basse intensité à basse et intensité. après tu tapes dans les hautes intensités. Tu vas travailler sur l'épaule en fait. C'est ça. C'est Ok. ça. En fait, ça dépend des périodes, hein. Parfois, j'arrive à combiner deux méthodes d'entraînement. Donc, par exemple, je prends les athlètes qui travaillent sur du sprint où je vais faire, par exemple, au début de la saison où ils vont boire beaucoup plus, vraiment. Je vais toucher aussi de la zone 3 pour eux, pour se remettre vraiment dans l'entraînement, pour qu'ils commencent à avoir plus de sensations après leur coupure. Et là, on n'est pas dans l'entraînement polarisé, tu vois. On est plus dans l'entraînement pyramidal où je vais toucher plusieurs Qualité à toucher développer en même temps. plusieurs qualités et voilà. Bah aussi en fait quand on parle aussi des méthodes philosophie d'entraînement, je te donne des exemples que moi j'ai ajusté dans les prépas et que ça fonctionne très très bien. Par exemple, dans la prépa Full Ironman, avant j'utilise beaucoup les enchaînements. Par exemple, sur les séances de qualité, la séance où on va travailler le développement des capacités, donc où moi je fais 2 blocs par semaine. Le premier Hmm. bloc, soit il va être calé le mardi ou le mercredi, le deuxième bloc fin de semaine, pour que je laisse 3 jours
en basse intensité pour que ça permet aux athlètes de régénérer, bien récupérer après la grosse séance de début de semaine et pour envoyer sur la deuxième bloc de la semaine une séance de qualité. Avant, je travaille beaucoup les enchaînements. J'ai trouvé que les résultats, ça dégénère beaucoup de fatigue et ça dégénère, et j'ai trouvé que les résultats, ils sont moins bons que je développe, par exemple, chaque discipline toute seule. Lundi, je développe course à pied, vélo et plus la natation en même jour. Donc, Hmm. j'essaie d'accumuler vraiment la fatigue en une seule journée, en 2 jours max. Voilà, je les dépasse pas et après, je laisse quand même 2, 3 jours à basse intensité. Ça les permet de récupérer. Et juste à la fin de la semaine, je fais le gros enchaînement où là, ils vont faire la séance, je parle toujours dans la période spécifique, la séance de 7, 8 heures d'enchaînement. Ok, Donc c'est là où vraiment, et cet enchaînement, puisqu'il dégénère beaucoup de fatigue, je le fais une semaine sur deux. ok. Tu Donc vois, une semaine où tu vas générer de la fatigue en début de semaine, puis milieu, fin de semaine, tu vas t'orienter sur un peu moins de volume pour qu'il récupère, et fin de semaine, tu remets les grosses sessions, et oui, ça, tu fais en fait semaine A, semaine B. non. Plutôt, je parle de l'enchaînement. L'enchaînement Ok, long en fin de semaine, je le fais une semaine sur deux. Par exemple, une ok, semaine, je fais un enchaînement long. La semaine d'après, je fais plutôt un développement plus vélo. Et en course à pied, je fais que de l'endurance fondamentale. ok, Ou et là, t'alternes. Et tu vas voilà, taper un peu dans chaque discipline en alternance une semaine sur trois, du coup. c'est ça. Mais moi, je fais pas une sortie de 8 heures ou 9 heures, voilà, d'enchaînement. Mais la semaine d'après, ils vont avoir encore un deuxième enchaînement. Et là, ça me permet de voir que les athlètes, ils arrivent à encaisser le volume et ils peuvent rester réguliers sur toute la période spécifique que vraiment suivre 3 semaines à ce rythme qui est très intense, qui génère beaucoup de fatigue et derrière, ils vont craquer. Ok, ok, ok. Ah, c'est super intéressant. Et comment tu gères un petit peu la planification? Donc là, on parle vraiment sur des microcycles, sur du spécifique, sur 2 à 4 semaines. Comment tu gères vraiment les macros quand tu as 9 mois de préparation pour faire une longue distance, par exemple? Comment est-ce que tu vas orienter ta planification en fonction de la durée par rapport à l'échéance de compète? Ok. Si j'en prends par exemple des marathoniens, depuis tout à l'heure on parle, ou des gens qui font du full Ironman, on est toujours sur un effort qui est lent. Ce que je fais moi, début de la prépa à peu près, je vais faire 3 mois de développement de la vitesse rapide, donc la vitesse max, VMA, puissance maximale aérobie. Euh, Pourquoi? Parce qu'en développement ces capacités-là, derrière sur la dernière période, donc là on parle quand même, on est à 7, 8 mois avant la course, hein. Hmm. Donc là je parle sur les 3 premiers mois. Donc développement, vitesse rapide, vitesse max, vitesse puissance maximale aérobie sur les 3 disciplines. Donc, en développant ces capacités, à la dernière période, c'est les 3 derniers mois, leur allure visée de la course, donc cette période, elle sert, c'est la période spécifique, pour la maîtrise des allures de la course spécifique qu'on prépare. Donc, leurs allures, ils vont s'améliorer. Donc, en développement, la VMA, hop, derrière, les allures visées, ils vont s'améliorer. Je Ok, prends le cas d'un marathonien. Le marathonien Eliud Kipchoge, il est capable de courir Eliud Kipchoge. Il est capable de courir, il a une VMA, je pense qu'il est à 26-27 km à l'heure. Sa ah, VMA, il est monstrueux. ça le permet de courir un marathon à 20 km heure. Donc, si il a une VMA à 22, et ça va pas pouvoir, il peut pas pouvoir courir un marathon à 20 km heure. Donc, il peut pas toute la saison travailler que sur les allures marathon. Donc pour moi, la première période, je travaille beaucoup ce développement qui est très rapide pour les athlètes. Après, j'ai un mois où je vais faire une transition pour la période spécifique où je vais travailler sur des allures 10K et allures semi-marathon. Encore, on ne les utilise pas pendant la course, mais c'est encore, on est sur un développement plus rapide. Ok. Dès qu'on passe la dernière période, c'est la période où on a la maîtrise des allures visées et donc on se met des conditions réelles de la course et on va faire les enchaînements. Et c'est là où on va travailler on va monter le volume par plus que la première partie de la saison et on va travailler que sur des allures visées de la course spécifique qui est un Alpha Ironman ou un Full Ironman. Ok, Et ce qui fait, donc on va avoir un développement plus intéressant que toute la saison on travaille sur des allures spécifiques de la course visée. ok,
Ah, super intéressant. Ouais. Donc oui, il y en a qui auraient tendance à se dire, oui, il faut d'abord commencer par du volume et tout. Non, toi, tu vas plutôt commencer par du développement des max. Tu vas Oui, essayer d'augmenter on parle de vitesse de réserve, c'est-à-dire la c'est ça. différence qu'il y a entre la vitesse maximale et la VMA, c'est-à-dire Oui, la vitesse maximale aérobie, donc la vitesse minimale à laquelle on atteint VO2 max. Et ensuite, tu vas travailler plutôt sur des allures à haute intensité, mais qui sont pas forcément dans le développement des max, donc plutôt 10-20 K. ouais, Et quand tu t'approches de la compète, tu vas t'orienter vraiment sur de l'ultra spécifique, c'est-à-dire t'entraîner à des allures de course. c'est ça. Ok. Quelle est la part de renforcement musculaire que tu accordes dans cette planification? En fonction des disponibilités des athlètes, parce que il y a des athlètes, puisqu'on est sur un volume d'entraînement qui est très important et on peut pas enlever des séances. Moi, je pense que si on n'a pas le bon volume déjà qu'il faut pour un athlète, quand on parle quelqu'un qui cherche de la performance, il n'a pas les deux, trois séances de natation, il n'a pas les trois séances de vélo et quatre séances de course à pied. À Hmm, partir de là, je préfère avoir un minimum, faire ces séances et puis je peux rajouter du renfort. d'accord. Donc s'il a Donc ça déjà passe en ça, second plan. exactement, s'il a déjà ça et qu'il peut rajouter des séances, et là oui, je mets des séances de renforcement musculaire ou des séances de musculation. Ces séances, je les cale toujours soit à la veille de la séance de qualité du premier bloc de la semaine, comme on a dit tout à l'heure, ou Hmm, le même jour de la séance de qualité pour accumuler toute la fatigue en une seule journée et pour que derrière, on laisse l'athlète récupérer on fait un travail avec la basse intensité d'endurance fondamentale. Et surtout aussi, je travaille beaucoup là, la science, elle devient pour moi, elle est nécessaire, la science de renfort pour les trailers surtout. Les trailers, je les fais beaucoup de renfort. Et aussi, j'utilise les séances de renforcement musculaire pour casser plus de fibres musculaires la veille de la sortie longue pour les marathoniens. ok. Parce qu'on connaît, tu sais, le mur du 30 du 32 ou 32 km, Ouais, il fait bien mal celui-là. où le lendemain, je les mets vraiment dans des conditions avec les jambes lourdes et tout, avec de la fatigue, et que là, ils vont faire leur sortie entre 25 et 34 bornes, la sortie, ils vont Ah, travailler. Mais je le fais pas tout le intéressant. temps, forcément, parce que si je le fais tout le temps, et moi, j'ai vu, hein, et ils peuvent se blesser facilement, donc je les fais. Voilà, on va dire, je fais cette simulation deux fois par mois et ça marche très bien. Aussi, parfois, je fais aussi une séance de côte la veille de la Ok. sortie longue. Ce qui fait aussi, le lendemain, t'as les jambes très lourdes, t'as des lactates qui se sont accumulés, et t'as pas récupéré encore et Ouais. bah, C'est t'as souvent pas les séances sorti. qu'ils n'ont pas le temps de faire, ça, non? Ah oui, c'est intéressant. Utiliser la musculation ou les séances de côte en forme de pré-fatigue la Oui. veille des sorties longues pour qu'ils s'entraînent à être dans le mal, en fait. Ouais, ça augmente le risque de blessure, mais Oui. ça les met dans les conditions idéales de ce qu'ils vont ressentir sans avoir besoin de faire 40 bornes de course à pied. Tu arrives à les mettre dans les conditions de ce qu'ils vont ressentir au 30e kilomètre. C'est ça. Bon, à peu près, hein. On crie toujours, en fait, la philosophie d'entraînement, elle est très simple. De se mettre toujours à des conditions, on peut avoir dans la course. Hmm. Donc voilà, on va découper les sensations pendant la course, on va avoir des difficultés. Là, on entend parler de jours des gens qui disent, voilà, 34 km dans un marathon, c'est la partie la plus dure. Et ben oui, on va donc travailler sur des séances où, enfin, on va essayer de chercher ces sensations-là, quoi, avec parfois des gros volumes, parfois, voilà, on va faire des séances pour les fatiguer avant la grosse séance de qualité de la fin de la semaine, où ils vont travailler sur la fatigue. Donc, Ok. Quand quelqu'un vient te voir, bon, ça peut être quelqu'un qui est soit totalement débutant, novice dans les trois disciplines, soit quelqu'un qui arrive d'une discipline mais qui maîtrise pas forcément les deux autres. Ben, il va arriver avec une échéance, un temps pour faire une compétition. Euh, Comment tu fais pour l'orienter sur des objectifs qui soient réalisables? C'est-à-dire dire, bon, ben, tu pars avec tel niveau, tu peux viser tel objectif dans tant de temps, que ce soit sur de la distance ou sur de la performance, parce que ben, on a souvent tendance à se surestimer, hein. J'en connais beaucoup qui se mettent dans des prépas marathons alors qu'ils n'ont jamais couru de leur vie. Ils se disent le marathon dans 3 mois.
euh, quel est ton avis, quels seraient tes conseils dans l'objectivation de ses capacités? Début de prépa, quand quelqu'un qui vient me voir dès le début, on commence, je fais les tests et je connais son niveau. Je prononce pas, je peux pas lui dire combien tu vas faire et qu'est-ce que tu es capable de faire. Parce que D'accord. moi, je vais donner une estimation. Ok, en fonction d'un standard, voilà, de mes expériences que j'ai vues, voilà, et aussi voilà, à peu près, hein, enfin, sachant qu'on peut avoir quelqu'un qui va avoir, dès que on va commencer la prépa, donc dès qu'il va commencer à encaisser les séances de qualité, et ben il va faire une progression rapide. Donc alors que moi je l'ai dit, tu peux aller là. Comme on peut avoir des gens qui progressent beaucoup moins vite, donc Ok. qui prennent plus de temps d'adaptation sur le plan et que et à un moment donné, ils vont, et pour, comme ils peuvent stagner, hein, donc, comme ils peuvent stagner et après repartir. Donc, je peux lui prononcer quelque chose dès le début et après, il va venir à la fin, il va me dire, enfin, là, on n'a pas réussi. Ou parfois, il me dit, là, c'est des allures que pour moi, c'est beaucoup plus facile, je peux aller beaucoup plus. Donc je Ouais. préfère vraiment annoncer, voilà, le chrono de l'allure visée vraiment en fin de la partie, période spécifique. Où là, je fais juste avant l'affûtage. Donc l'affûtage qui est 14, c'est 14 à 7 jours avant la course. Et dans cette période où je fais une réunion où je vais leur parler de leur allure visée de la course. Donc c'est des allures qu'on a travaillé pendant toute la prépa, la période spécifique. C'est 3 mois avant la course. Ok. Donc, on n'est pas tous égaux dans les gains qu'on peut obtenir. Donc, tu ne te prononces pas sur les performances qui sont envisageables, sauf fin d'affûtage, juste avant la course, pour qu'ils C'est se mettent ça. des objectifs d'allure et d'intensité. Mais il y a toujours un développement, il y a toujours une amélioration. Donc forcément, l'objectif, le but, c'est voilà, il va progresser, oui, mais je peux pas dire voilà, ça dépend. Est-ce qu'il a respecté tout le plan? Est-ce que voilà, il y avait Hmm. des petites voilà coupures? Est-ce que ça dépend de la période spécifique comment elle est passée. Hmm. Oui, puis tu dois avoir des réadaptations en permanence entre j'ai pas eu C'est le temps de ça, faire cette séance c'est ou je ça. suis tombé Ah, à vélo. tout le temps. Ça doit être l'horreur sur l'emploi du temps. Oui, oui. Tout à l'heure, tu parlais dans le cadre de tes entraînements de mettre un petit peu de home trainer. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un appareil qui permet de poser son vélo dessus et de pédaler sur place. Donc, ça évite les sorties. C'est quelque chose que je trouve intéressant quand il fait mauvais à l'extérieur, sur les périodes hivernales ou quoi, pour éviter les glissades. Dans quel contexte, toi, tu l'utilises, le home trainer? L'entraîneur, je l'utilise dans deux contextes. Voilà, pour les gens surtout qui n'ont pas trop le temps pour partir et sortir dehors et pour rouler longtemps. Donc, hop, c'est plus simple de mettre la tenue, monter sur le vélo à la maison, faire la séance 1 heure. Voilà, on peut aller. Parfois, j'ai des athlètes qui ont fait toute la prépa Ironman que sur entraîneur. Ah oui, Ils aiment bien, donc ils ont fait oui 5 heures sur entraîneur. C'est pas trop c'est drôle. long. En plus, t'as chaud parce qu'en fait, t'as pas l'air, donc tu mets des ventilateurs, tu transpires beaucoup et surtout quand on pédale dehors, donc à un moment, parfois on arrête les jambes, donc on laisse le vélo avancer tout seul dans les Hmm. descentes. Sur un trainer, tu arrêtes les jambes, ça s'arrête, donc tu as l'impression que tu pédales tout le temps. Et c'est super intéressant pour le développement de puissance de trainer et aussi ça permet aussi de développer bien, de faire des séances de développement super intéressantes à la maison. On a vu aussi que j'ai des athlètes, j'ai à peu près 30 athlètes à Paris. Ces athlètes, ils ont eu, cette année, ils ont eu 6 mois de pluie tous les week-ends. Donc il pleut tout le week-end, donc c'est désagréable de partir rouler sous la pluie, en plus c'est dangereux. Hmm. Bon, on a utilisé beaucoup d'entraîneurs pour faire les séances et ça nous a permis de ne pas s'arrêter. Et c'est intéressant aussi l'entraîneur pour les enchaînements. Dans quel type d'enchaînement? Quand on fait la natation et vélo. Donc parfois il y a des piscines qui acceptent et les directeurs ils sont sympas de poser des vélos et de entraîneurs au bord du bassin. Donc là ça nous permet de faire la partie natation dans la piscine et derrière faire une simulation de course, un enchaînement natation pour partir en vélo et puis on monte sur le vélo posé sur un entraîneur qui va nous permettre de faire l'effort et pas partir faire une boucle avec un maillot de bain voilà en extérieur.
Ouais. Non, mais c'est intéressant de le voir aussi comme un outil d'aide Mhm. sur la gestion de la séance, parce que c'est vrai que bon, quand tu vas t'entraîner en lac, tu sors, t'as le vélo qui attend au bord du lac, pour peu que tu sois tout seul, tu risques de te faire voler le vélo et ainsi de suite. Ouais. Donc l'utiliser en home trainer comme ça, où tu restes sur place, puis tu peux aller renager et faire des enchaînements un peu comme swim and bike, c'est assez intéressant. Ouais. Ce que tu as dit est très pertinent aussi. Faites attention quand vous faites du home trainer à la déshydratation. Parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous avez énormément de vent qui fait chuter la température corporelle. Donc à prévoir des ventilateurs, des serviettes. Faites attention si vous en faites sur du parquet parce que ça va être du parquet flottant. Et oui, on confirme. La flaque de sueur, elle est énorme à chaque fois. Et après, est-ce que tu utilises le home trainer connecté à une application devant un écran ou... On a l'application Zwift Ouais, qui est top, qui te permet de mettre plusieurs parcours dans le monde où vraiment tu peux faire des séances et tu peux aussi faire la séance en même temps. Tu peux parler avec des copains, tu entres avec des gens, des célébrités, voilà, des gros sportifs qui vont annoncer, voilà, telle heure, je vais faire une séance Zwift. Ça te permet de rouler avec eux, mais vraiment sur d'une version virtuelle, tu vas. ça devient un jeu vidéo. C'est ça, C'est c'est génial. ça. Et ça te permet d'être, c'est une outil qui va être plus ludique. Mais par contre, quand tu utilises les entraîneurs pas connectés, tu sais, oh là, c'est lent, tu fais Ouais. 40 minutes, t'as l'impression, ouais, parfois on regarde un film ou on essaye de faire passer le temps, mais c'est hyper lent. Ce qui est l'inverse d'un entraîneur connecté où tu peux te poser 1 heure et demie et ça passe beaucoup mieux que les 40 minutes sur un entraîneur pas connecté. Est-ce que tu aurais un home trainer à recommander? Moi, je pense que franchement le minimum. Voilà, par exemple, l'entraîneur Decathlon, le Tax Flux, il est super. Hmm. Et ou les Wahoo, enfin, ils sont top. Franchement, ils font l'affaire. Voilà, juste il Ok. faut assurer que les capteurs ils sont bien, ils captent bien. Le capteur de puissance, voilà, qui te donne la bonne puissance. Parce que j'ai eu aussi un athlète de haut niveau là que j'entraîne et qui me fait un test FTP, voilà, il était censé le faire en 330, 340 la FTP et la moyenne, et là il roule à 180. Je lui dis bah tu t'arrêtes, c'est pas bon là, ton entraîneur il est pas bon quoi. Donc Ouais. il faut le réparer. Donc, il faut juste s'assurer qu'il te donne les bonnes watts. Ok, donc être fiable. Tu utilises plutôt quelque chose où tu vas poser directement ta chaîne sur le home trainer, donc tu retires la roue, ou un truc où tu gardes la roue et ça vient Le face à un mieux, rouleau. le mieux c'est vraiment d'utiliser la chaîne parce que quand même ça abîme les roues, l'entraîneur, voilà, Ah oui, tu oui. vois. Donc le mieux c'est de poser la chaîne sur une cassette qui est sur l'entraîneur et comme ça, voilà, t'es tranquille et tu fais tes séances sans abîmer tes roues. C'est plus simple. Ok. Pour rester sur le matériel, à ton avis, quel est le budget minimum à allouer pour commencer le triathlon? Est-ce que tu aurais des astuces à donner dans le choix du matériel de base? Matériel de base. On a besoin d'un trifonction. Donc c'est important une trifonction, c'est une tenue qui te permet de nager, pédaler et courir à la même Hmm. fois. Euh, les courses en Europe, on a besoin d'une néoprène, donc la combinaison qui se met au-dessus de la trifonction. Donc pour se protéger du froid et en plus ça permet ça aide pour la flottabilité cette combi. Donc c'est un bon outil pour les gens qui sont pas très à l'aise en natation, ça aide énormément pour la glisse, voilà. Et voilà. On peut prendre des lunettes maintenant à 10 euros donc chez Decathlon Hmm. et des lunettes de natation. Puis un vélo. Donc on peut avoir des vélos en occasion, des vélos aluminium de 400 euros à 500 euros. Et maintenant, on peut aller même jusqu'à des vélos qui coûtent 12-13 000 euros. Donc, c'est le prix d'une grosse voiture.
Ouais. Puis la course à pied et des chaussures. Des chaussures, on peut les avoir à 50, 60 euros, des chaussures de base, mais faites attention, prenez des bonnes chaussures, c'est important. Des bonnes chaussures avec le bon semelle, le bon drop pour ne pas se blesser. Et puis voilà, là on a le vélo, on a la trifonction qui va nous permettre de faire un triathlon complet, la néoprène, les chaussures de course et on attaque. Donc si je vais dire un budget, allez, on va partir sur voilà, 700 euros, voilà, pour avoir tout le matos qu'il faut. Mais j'ai pas parlé du entraîneur, hein, j'ai pas parlé juste un vélo. Oui, Ah oui, c'est on parle la aussi. base pour pouvoir pratiquer. Ça, c'est effectivement. Mais au début, les gens, ils pratiquent, ils font le vélo avec des chaussures normales. Donc, les chaussures de course à pied. Et en plus, ils font avec un short et un t-shirt. Donc, et aussi, il faut avoir un casque. Oui, ça, c'est Mm. important. Donc, un casque, il faut prendre une bonne casque surtout. Pour la protection, il faut éviter tout ce qui est les casques des imitations, même si c'est une belle casque, vraiment, parce que ça, c'est vraiment la protection, la sécurité. Et donc, il faut aussi partir sur acheter le matériel pour le vélo. Tu sais, c'est des cuissards avec le pot de chamois pour ne pas avoir mal pendant qu'on roule. Il faut avoir les chaussures, des vélos. Mm. Voilà. Moi, je pense que chez Ekoi, voilà, c'est une marque, ou voilà, il y a plusieurs marques qui sont pas chères et que ça te permet d'avoir tout l'équipement. Voilà, allez, on va dire. Pour investir un budget, tu peux dire je pars pour 1000 euros, comme ça j'ai tout le matériel et je pars pour faire du triathlon au début voilà, pour un niveau débutant. Après, à force que tu vas monter en niveau, tu vas progresser. Il faut aussi optimiser le matériel et enfin, à chaque fois tu vas prendre un outil ou un matériel qui est mieux que tu avais. Et ben forcément tu vas gagner en performance aussi. Ouais, c'est clair, On c'est va clair. gagner en longtemps. Ouais, donc là, pour matériel de base, on va dire natation, il faut maillot, combi, bonnet, Oui, lunettes. ouais. Vélo, vélo trifonction, cuissard, casque, Le vélo, lunettes, la trifonction plutôt pour le triathlon, pour la course de triathlon ou que pour les cuissards. l'entraînement. Oui, Ok. juste le tenue de vélo, voilà, avoir des cuissards, des manchettes et puis des manchons, tu sais, des t-shirts en manchon, puis voilà, les vestes pour le froid, les gants, lunettes pour se protéger du vent, tout ce qui est Ouais. poussière, et le casque et des chaussettes ou des cuissards longs aussi quand il fait froid. La période hivernale, on roule avec des tenues longues. Ok. Et ouais. Et tu sais bien de le rappeler tout à l'heure, la combinaison, elle aide énormément à la flottaison pour les nageurs. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des réglementations, il me semble, de température pour la combinaison où on a le droit de la mettre ou alors c'est interdit? Alors, c'est une question intéressante parce que là, on a vu sur les courses, la belle Ironman, c'est rare, vous interdit la combi. Mais là, la semaine dernière, donc, ils ont interdit, là, on est en mois de juillet, donc J'ai voilà. La semaine dernière, ils ont interdit les combinaisons à l'Alpha Ironman de Nice. C'était la panique pour tout le monde. Ah Et ouais, oui, en parce plus c'est que dans l'eau salée, la mer là. effectivement, et en plus, on avait la Canu, on a une pic de chaleur, donc voilà, où Ouais. ils ont fait le full Ironman sous cette chaleur et c'était hyper dur. J'avais deux athlètes qui courent et donc on va dire à partir moins de l'eau quand il est à moins de 20 degrés, à moins de 10, allez, plus de 20 degrés normalement c'est interdit. Voilà. Ok. Non, non, je parle de la réglementation de l'ITU, hein. La belle Ironman, je crois qu'elle interdit de 22 degrés, elle interdit. Par contre, elle devient obligatoire, bon, à partir avec de l'eau moins de 18 degrés. Ok. Donc, et au choix entre 18 et 20 degrés pour l'ITU. L'ITU, c'est la Fédération internationale du triathlon. Ok. J'ai vu qu'il y avait aussi des chaussures de vélo en carbone. Est-ce que ça a vraiment une influence sur les performances? Bah, la carbone, c'est parce qu'en fait, il est plus léger. Donc, oui, tout ce qui est voilà, légèreté pour avoir des vélos en carbone et des chaussures, des cases, enfin, du matériel en carbone pour avoir plus de légèreté. Voilà, oui, ça joue énorme.
Ça joue, oui, ça joue sur la performance, surtout quand on fait du lent, donc il faut optimiser tous les points pour gagner, quoi, du temps. Donc c'est plus léger, oui, que l'alu ou que le matériel, voilà, qui est lourd. Donc c'est sûr que c'est des chaussures qui sont... Ah, tu parles des chaussures de course à pied. Non, les Oui, chaussures de vélo qui font en carbone. Oui, après, il y a les chaussures de course à pied. Je sais pas si tu les recommandes en triathlon. et oui, oui, voilà, c'est ça, c'est l'évolution du matériel. Donc moi je les recommande, mais pour des gens qui courent sur des allures plus rapides que 4 minutes 50 par kilomètre sur la course. Ok. Pourquoi? Parce que en fait avec les plaques carbone, il va avoir un retour d'énergie. Donc là tu vas mettre de l'énergie pour poser les pieds par terre et après hop tu vas faire une impulsion. Donc il y a un retour d'énergie et avec les plaques carbone ça aide. On va avoir un confort avec ces drogues plus les plaques carbone pour avoir un bon retour d'énergie voilà, pour chercher des grosses performances que les chaussures normales. Donc on voit vraiment voilà, c'est comment on va dire. On va voir euh, plus de gains sur la performance, plus de confort sur les courses longues. Par exemple, moi je l'ai senti hein, avant, je cours sans plaque carbone. Tu fais un semi-marathon sans plaque carbone et avec les semelles, voilà, les semelles avec les plaques carbone, les chaussures là, je sors et je suis beaucoup plus confortable. Donc en fait, plus de Et ça te confort. fait des grosses différences de temps? Effectivement, oui. Ouais. Tu vois vraiment. Par exemple, j'ai utilisé les Pegasus, les Ouais. Pegasus 38, où je fais une série de 8 fois 1000. Donc, j'ai utilisé 4 avec les chaussures sans carbone, c'est les Pegasus. Et puis, j'ai utilisé les chaussures, les Vaporfly. Ouais. J'ai gagné 2-3 secondes par kilomètre. Tu vois, ce Ah, qui est énorme, alors que je cours ça quand fait une même. grosse différence sur du long. Et sachant que je cours à une vitesse, quand même, je suis à 19-20 km heure, donc allure 3, 3,2, voilà, 3,02, 3 minutes par kilomètre, voilà. Et quand tu gagnes à cette vitesse-là, 2-3 km, donc c'est déjà, voilà, énorme, quoi. Donc oui, les Ouais. plaques carbone, mais pourquoi j'ai dit à 4, à peu près, hein, c'est la moyenne, hein, c'est le standard, à peu près, c'est 4,50. Si tu cours plus rapide, utilise les plaques carbone sur tes courses. Mais si tu cours moins de ces allures, ça sert à rien que tu les achètes, tu dépenses l'argent pour les acheter, achète des chaussures confortables avec la bonne semelle, et tu pars comme ça, voilà, tu auras moins, bon, parce qu'en fait aussi avec les plaques carbone, d'utiliser trop, tu peux te blesser aussi. Ok. Donc c'est des chaussures qui sont plus performantes que que sport santé. Voilà. Donc forcément, puisqu'on parle de sport en performance, les plaques carbone c'est top. Mais si on voit par exemple maintenant les gens qui font plus le sport plaisir, ils s'orientent plus sur des plis drop sans plaque carbone. Voilà, ça c'est des recommandations selon la clinique du sport. Ok. Ok. Ouais, donc c'est vraiment des outils d'optimisation de la performance C'est ça. et ça ne fait pas sens de les utiliser à moins de 4 minutes 50, tu as dit, 4 minutes au 50 kilomètre. par kilomètre, oui. Ok. Ouais, donc si vous n'êtes pas capable de les faire, ça sert à rien d'investir là-dedans. Ouais, des chaussures de 240, 250 € jusqu'à 300 € maintenant on voit les prix. Pour quelqu'un qui s'apprête à faire un triathlon, quel conseil tu donnerais dans les petits ajustements à faire la veille d'une course? Oui, là c'est un sujet qui est très très important. D'ailleurs, j'en parle beaucoup à mes athlètes. La veille d'une course. Plutôt, je vais parler plus de la période d'affûtage, Kevin. C'est la Hmm. période elle est plus importante. On parle de cette période de 14 à 7 jours avant la course. C'est la période qui peut foirer toute ta prépa. Pour moi, c'est vraiment, si tu t'entraînes pas, il y en a plein d'athlètes qui, hop, ils prennent de récup complet. Et là, le corps, il oublie vite. Et donc là, on voit par exemple les nageurs élites, 3 jours, ils nagent pas, ils sentent qu'ils ont perdu, voilà, les sensations, les appuis un petit peu dans l'eau. Donc, ben, moi, j'ai un athlète qui est élite là. Dans cette période, il me dit, moi, j'aime bien la sensation que je nage tous les jours et je me sens bien pendant la course. Elle est très Hmm. spécifique à chacun. Il faut bien connaître son athlète. Et surtout, il faut baisser, oui, le volume, mais garder quand même des séances à l'intensité de la course.
vraiment de faire toujours un rappel de l'allure visée et les allures qu'on va avoir pendant la course. Il faut pas oublier qu'on est quand même dans une phase de régénération, de récupération pour que on puisse être dans une pic de performance le jour de la course. Donc, les recommandations que je donne, il faut pas en faire trop parce qu'on a l'impression qu'on fait moins que la période spécifique. Donc, il faut Mm. bien récupérer et prendre le temps pour bien dormir, bien manger. Par exemple, sur les grosses courses comme les Full Ironman, le Half Ironman, les M, où on conseille de manger des plats riches en glucides. Donc, ça permet de remplir tes réservoirs de glycogène, boire beaucoup d'eau, faire récupérer. Aussi, je conseille ne pas y aller aussi n'importe quel, euh, quel endroit pour faire des massages parce que des massages ou faire des étirements juste la veille de la course. Mm. Parce que voilà, on peut parce qu'avec un massage ils vont péter encore des fibres musculaires et alors qu'on est dans une phase de régénération, alors que tu crois que tu fais bien de faire un massage pour être bien pendant la course, sauf que tu vas avoir les jambes lourdes le lendemain parce que tu as cassé les fibres musculaires. Donc il Ah, faut c'est avoir intéressant ça. exactement, il faut avoir la bonne personne qui a les bonnes connaissances dans ce sport pour te faire la manipulation des massages ou voilà les étirements enfin, veille de course. Non, parce qu'on a vu maintenant il y a des études qui ont prouvé faire des étirements veille ou juste avant l'effort, tu vas avoir une moins tu vas performer moins que d'habitude que tu fais Une pas. contre-performance, ouais. Contre-performance, effectivement. Donc voilà, les recommandations, bien dormir, bien manger, bien préparer cette période parce que c'est une période où je rencontre aussi que les athlètes ce qu'ils font, qui travaillent surtout, ils vont accumuler beaucoup de travail juste avant le voyage. Pour finir leur travail, ils partent comme ça, Mm. le travail est fait et donc ils vont partir fatigués. Alors Ouais, qu'on est psychologiquement. effectivement, et ils arrivent une journée ou 2 jours avant la course alors ils étaient fatigués pendant toute la période et pas pendant la course ils sont fatigués. Donc moi ce que je recommande, donc cette période pour moi c'est primordial, il faut la préparer, bien l'organiser et anticiper de prendre plus de congés, voilà bien à l'avance pour être plus dans la récup. Euh, Dès que tu prends ton dossard pour la course. Voilà, cette période, prépare-la. Prends un logement qui va être... parce que les triathlons, voilà, forcément, ils vont avoir des déplacements. Mettre les vélos dans les valises, partir avec les vélos, prendre un vol, c'est fatigant tout ça. Mm. Et aussi arriver, récupérer le dossard, ils restent debout, voilà, ils sont excités aussi avec l'ambiance de la course, surtout la belle Ironman, il y a une super ambiance, village, oh, il y a des produits, c'est super, oh, je vais aller voir, on se rend pas compte, mais on est en train de brûler des calories, on est debout et rester debout, ça fatigue. Et Ouais. tout ça juste avant. Donc moi, ce que je leur dis, ne restez pas très debout. Prenez le temps de bien préparer cette période. Finissez votre travail bien avant. Anticipez, partir bien à l'avance pour faire la reco. La visualisation aussi, voilà, les jours Du avant la parcours. course du parcours et aussi la visualisation de toute la course au moment que tu sors de la maison jusqu'à t'arrives, tu fais ton échauffement, tu fais ta course, hop, combien de coups de, je vais respirer de temps, l'orientation, tout ce qu'il m'a dit le coach, voilà, les watts en vélo, l'allure en course à pied, transition rapide, tout, je fais une visualisation et puis hop, c'est fini, je reste, je pense pas trop pour ce que je stresse pas Mm. et puis j'y vais faire ma course. Mais il faut bien ajuster, bien organiser et bien récupérer, hydrater et pour préparer, pour être bien le jour J. Ok. Pas d'improvisation à l'approche de la course. Non, 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 pas d'improvisation et surtout aussi que je rencontre et aussi de bien vérifier le matériel parce qu'avec les voyages, on a des vélos ou des quelque chose qui peuvent se casser et aussi de bien préparer son plan nutritionnel sur les courses qui ont plus de 2 heures que c'est le plan qu'on s'est entraîné à le prendre pendant toute la période d'entraînement et ne pas improviser d'aller acheter des trucs au village de la course et les Ouais. utiliser pendant la course. Super important. On n'intègre pas de nouveaux aliments à Et l'approche d'une compétition. Déjà parce on ne connaît pas notre tolérance digestive à cet aliment. Si jamais ça passe pas, c'est trop tard. Et tous les aliments que vous prenez pendant une course, vous devez les avoir testés oui, à l'effort.
Parce que c'est pas pareil de digérer au repos que de digérer à l'effort. Donc, on n'improvise pas de l'alimentation à la dernière minute. Ça, c'est Non, clair. non, non. Et au niveau du matériel, qu'est-ce que tu recommanderais de faire vraiment pour être sûr de ne rien oublier? Comment tu t'organises, toi, la veille d'une course? Parce qu'en plus, je crois que tu déposes le vélo avant. Tu prévois quoi? Une pompe pour les pneus? Alors, pour les gens qui débutent le triathlon, il faut faire une liste. Hmm. Voilà, une liste dans un papier, comme si on va aller faire les courses, et ben on va faire une liste de tout le matériel que je dois prendre pour la course. Voilà. Et donc, on check tout. Mais pour quelqu'un qui a de l'expérience, qui a fait des courses, ça devient un automatisme. Donc, il Ok. sait forcément gonfler les roues. Hop, juste avant, oui, une pompe avec tout le matériel. Mettre la trifonction, donc pour les trois disciplines. Prendre la néoprène. C'est bien mettre la puce, tu sais, le puce du chrono, ne pas la perdre parce qu'on la récupère avec le dossard. Elle est accrochée à la cheville? Effectivement. Donc, il faut pas la perdre, surtout sinon on n'a pas de chrono sur le Le temps. site, ou le temps, ou on est disqualifié, ou pas disqualifié, mais on est considéré qu'on n'a pas fait la course surtout. Donc, il faut le réclamer si vous le perdre juste avant le départ. Donc, prendre aussi les chaussures, une chaussure d'échauffement et une chaussure pour ce qu'on va poser aussi le matériel dans la zone de transition. Donc au moment où on pose le matériel dans la zone de transition ou dans les sacs, dans les longues distances, parce qu'on prépare des sacs pour le matériel du vélo et un matériel de course à pied. Mais derrière, il faut qu'on s'échauffe, on fait l'échauffement, donc il faut courir avant, il faut où il faut nager, donc il faut toujours préparer voilà, des chaussures de plus pour aller faire son échauffement et après tout ce matériel, on va le mettre dans un sac et dans une autre zone pour le récupérer après la course. Donc chaussures de plus, de chaussures, on peut prendre le talc comme on a parlé tout à l'heure pour le mettre voilà, dans les chaussures de vélo, course à pied. La néoprène, la trifonction, lunettes de vélo, lunettes de natation. Et voilà, tout ce qui est nutrition de la course, voilà, tout ce qui est gel, les gommes Stimium, les barres énergétiques Hmm. et de l'eau. Voilà, il faut pas oublier les gourdes d'eau et toujours avoir une bouteille d'eau, soit pour boire. Oui. Ok. D'ailleurs, sur la transition, est-ce que tu conseilles de prendre le temps de se rincer? Je crois qu'il y a des jets d'eau à la sortie de la natation. Est-ce que tu prends le temps de te rincer, de mouiller la casquette, d'essayer de trouver des techniques pour te rafraîchir, ou est-ce que tu considères que c'est plus une perte de temps qu'un gain pour la suite? En fait, en sortant de l'eau, on va être frais avec la fraîcheur de l'eau. Ouais. Mais en fonction de température ou parfois parce que quand on fait un effort, tu as les muscles qui chauffent. Et oui, Hmm. si on aura l'occasion de prendre, choper une gourde de l'eau pour se rafraîchir, voilà, et sur la nuque ou les muscles, les jambes, parce qu'on pédale, bah, forcément on utilise les quadriceps, du coup, bah, les rafraîchir, c'est toujours bien pour se sentir bien et pour voilà, continuer l'effort avec une fraîcheur. Ok. Quels sont les projets que tu as en ce moment avec ton équipe de sportifs, si tu peux en parler? Oui, bien sûr. Donc là, les prochains projets, c'est de monter une équipe élite. Ok. Donc organiser voilà, des camps d'entraînement, des regroupements, d'élite. Aussi organiser plus de stages d'entraînement. Donc les stages, c'est un moment c'est une pique où on fait des stages pour qu'on fait une pique de volume d'entraînement et d'intensité dans la saison de préparation. Et Hmm. on a vu que ces stages, ils fonctionnent très bien et que ça crée aussi un lien entre les athlètes et plus, voilà, donc plus on va dire, un bon dynamique dans l'entraînement entre les athlètes du groupe. Donc on va créer plus. Et puis, voilà, c'est le 2. Et puis, puisqu'on a maintenant le nombre des athlètes, il a bien augmenté dans le groupe, donc plutôt recruter un autre coach pour prendre aussi des athlètes et qu'on a les Parce que mêmes. là, vous êtes deux pour gérer 88 athlètes, tu m'as dit? Là, on est 80, ouais, on est 88 athlètes et on est deux qu'on gère Voilà.
les athlètes. Actuellement, ça devient quand même beaucoup, mais on a des athlètes aussi qui nous aident. Donc, pas, on n'est pas vraiment tout seul. Donc, on a des athlètes qui sont investis aussi, qui nous aident dans la gestion, mais voilà, dans l'encadrement aussi, de, avec les autres, avec tout le monde. Ok. Et après, il y a Euh, aussi, bon, nous, on s'occupe que de la partie entraînement, mais par contre, on a par exemple sur la partie euh, voilà, communication, on a quelqu'un qui gère ça. Sur la partie gestion, la trésorerie, on a quelqu'un qui gère ça aussi. Donc, on est vraiment quand même une équipe. Mais juste, je parle de la partie entraînement. On est... ok. Et maintenant, oui, on va recruter troisième entraîneur qui va prendre aussi des nouveaux athlètes. Et voilà, qu'on partage les mêmes méthodes d'entraînement, les mêmes philosophies d'entraînement et qu'on arrive à changer et qu'ils puissent aussi donner un plus et que moi j'apprends aussi de cette personne qui va, qui Ah sera. bah oui, on Voilà. a toujours à apprendre des autres. Mm. D'ailleurs, en parlant d'apprentissage, est-ce que tu aurais des ouvrages ou du contenu spécifique à conseiller aux auditeurs? Alors, bon, il y a un livre qui est super intéressant, c'est la Bible du triathlon. C'est un livre qui a été créé par Joe Figol. C'est un entraîneur, c'est l'entraîneur de Vincent Luis, que tout le monde le connaît en France. Et Hmm. il est super intéressant ce livre. Si tu le lis, voilà, tu vas apprendre beaucoup en triathlon. Voilà, Je l'ai déjà lu. Ah oui. Ouais, un Qu'est-ce que gros t'en pavé, penses? hein, je crois qu'il fait 400 ou 500 pages. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien? Ben, j'ai trouvé super intéressant, mais justement, il parlait de l'entraînement polarisé et l'idée de faire du 70 à 70% à basse intensité, Ouais. 30% à haute intensité. J'ai appris pas mal de choses. Donc, ouais, je vous le recommande aussi. Hmm. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose à cet épisode? J'ai fait à peu près le tour de mes questions, moi. Euh, alors, moi, oui, je veux rajouter quelque chose. Je vous conseille vraiment de pratiquer et ne pas peur de pratiquer la discipline du triathlon, même si vous savez pas nager. Allez-y, voyez un maître nageur dans la piscine. Faites quelques séances d'apprentissage, d'apprendre le crawl, voilà. Et après, voilà, essayez de partir sur de petites distances. C'est un sport complet qui est quand même très agréable de composer par trois disciplines. Il est vraiment complet. Et on voit maintenant que même il y a des gens qui finissent des Ironman, ils ont 80 ans et 85 ans, Hmm. donc vraiment on peut aller jusqu'à, il n'y a pas d'âge, enfin on peut pratiquer jusqu'à vraiment qu'on soit âgé. Et c'est regarder tout le développement qu'on peut faire rien que la natation, c'est un sport complet qui travaille tous les muscles, mais là on parle quand même de trois disciplines. Donc pour les enfants c'est super intéressant. Et un autre conseil que je donne prenez d'abord le plaisir de le faire que partir vraiment toujours performance et que vous explosez derrière. Donc il faut avoir une part de plaisir. Donc dans la pratique, soit que soit la pratique ou la performance aussi, pour chez les gens aussi, c'est du plaisir. Donc on est content de faire. Et moi je suis comme ça. Hein. Donc quand je fais une grosse perf, ça me fait plaisir. Je suis très content et voilà. Prenez votre plaisir, soit pas forcé de faire cette discipline. Et puis allez-y, lancez-vous. Franchement, c'est un sport qui est tendance maintenant et que, voilà, on a parlé du matériel. Il faut avoir, voilà, acheter un petit peu par là et allez-y pratiquer. N'ayez pas peur. Et surtout parce que je sais qu'il y en a plein de monde qui ont peur vraiment. Ils disent, je sais pas nager. Moi, c'est la seule contrainte que j'ai, mais Hmm. t'as les maîtres nageurs dans toutes les piscines. On peut prendre quelques cours particuliers. Ils vont vous apprendre et après, ils vont vous donner le feu vert d'aller pratiquer. Hein. Ouais, ne vous bloquez pas à cause de la natation, ça c'est Eh clair. oui. Eh oui. Et pour ton cas, quels sont tes projets, toi, du moment? Oui. Alors, mes projets, je compte, bon, sur le projet professionnel, donc je compte continuer à développer Max, le TPS, donc le Triathlon Power Squad, c'est le groupe d'entraînement, Hmm. ou aussi j'aimerais bien créer un centre de performance, donc vraiment il y a un local de cette équipe. Donc quand je dis un centre de performance où on va avoir une piscine, un bassin et puis une salle où on a des entraîneurs, où on fait aussi des études posturales, ils peuvent aussi faire des enchaînements, donc plutôt un centre de performance.
Actuellement, je suis en train de voir, j'ai un projet que je suis en train de développer ça en Tunisie, donc Hmm. de créer parce que voilà, j'adore développer dans mon pays, voilà, le triathlon, ça me fait toujours plaisir. J'ai joué pour la Tunisie pendant des années, et En puis, équipe nationale. et oui, et puis sur le plan, bah, bah, voilà, aussi, pas, voilà, en tant que sur le plan sportif, je compte plutôt faire aussi des half Ironman. Les marathons passer aussi sur du long parce que j'ai fait beaucoup du court et Mhm. j'aimerais bien voir qu'est-ce que ça vaut sur marathon, sur un full Ironman en 2026. Voilà, qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Donc, c'est les prochains projets sportifs. Et aussi, il y a une épreuve que ça fait longtemps que j'en pense et j'ai envie de la faire, c'est les 32 kilomètres en nage libre. C'est le marathon de l'eau. Voilà, c'est quelque chose ça fait, qui me tourne dans la tête depuis longtemps et je regarde énormément de vidéos là-dessus et voilà. Ça va pas tourner en une 5 ou 100 mètres, hein. Non, 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 non. Mais j'ai déjà fait, voilà, 10 kilomètres, des 15 kilomètres, mais au-dessus de Ouais, ça 15 commence à kilomètres, faire j'ai pas déjà. fait. Mais tenter un défi de 32 kilomètres, c'est quelque chose qui me tente et que je pense que oui, il y aura une partie de la saison prochaine où je veux faire ce projet. Ah ben, je te souhaite bon courage. Merci. Tu le fais avec moi? Non, non, pas du tout. 32, déjà le 10K, il faudrait que je m'y mette. Mais ouais, 32K, ouais, là, Ouais. c'est plus du tout les mêmes stratégies, là. Oui, oui. Et pour ceux qui souhaitent te contacter, quel est le meilleur moyen? Alors, on a la page Instagram, c'est le Triathlon Power Squad. Donc, ils peuvent nous envoyer un message sur Instagram. Et en plus, sur la page Instagram, il y a un lien où il y a déjà, tu cliques sur le lien, tu vas venir sur mon WhatsApp où on peut communiquer directement avec moi. Ok, je mettrai le lien dans la description. Super. Merci, Bon, Christian. ben, je te remercie encore pour cet épisode. Merci pour tous tes conseils. Merci. Et je Merci te à dis toi, Kevin. peut-être avec plaisir. Peut-être à bientôt sur le podcast, du coup. Yes. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.